Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire Prévention de Collecteam. Alors, c'est un numéro un peu spécial aujourd'hui parce que je vais passer du côté interviewé. Et donc, on a décidé cette fois-ci de traiter du burn-out, qui est un sujet de société, qui est un sujet pour les employeurs, mais aussi pour le système de santé, hein. 2025 sera l'année de la santé mentale et le burn-out entre dans cette question-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce format-là particulier où je passe de l'autre côté? Eh bien, j'ai fait une enquête sur le burn-out en 2020 et 2021 qui était dans 15 pays francophones sur 3 continents. Ça a donné lieu à un bouquin qui s'appelle Paradoxe du burn-out, mieux comprendre les dessous de sa mécanique aux éditions Tom Pouce. Et donc, on va pas parler du livre aujourd'hui, c'est pas le sujet, on va parler du burn-out, mais c'est un sujet que j'ai étudié de façon très approfondie. Alors, pour faire l'entretien quand même, eh bien, je suis avec Sophie Co. Bonjour Sophie. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Et donc Sophie est attachée de prévention et donc c'est Sophie qui va faire eh bien la naïve comme je fais d'habitude et qui va me poser toutes les questions. Très bien. Alors, passons à l'entretien, Sébastien. Donc, on entend parler de burn-out sur les réseaux sociaux, dans les médias, sous différentes formes. Burn-out du colibri, burn-out amoureux, burn-out administratif, etc. Est-ce qu'il existe une définition du burn-out? Alors oui, en fait, il y a la Haute Autorité de la Santé qui a un dossier burn-out. Alors ça s'appelle pas burn-out sur le site de la HAS, ça s'appelle syndrome d'épuisement professionnel. Mais entre parenthèses, c'est marqué burn-out. Et il nous propose ce dossier, une définition qui nous dit que c'est un épuisement physique, émotionnel et mental et qu'il résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, ça mérite un petit commentaire de texte parce que épuisement physique, c'est-à-dire que lorsqu'on est en burn-out, on est épuisé physiquement. Et quand on a des entretiens avec des personnes en burn-out, eh bien, ils nous racontent que ils passent les premières semaines de l'arrêt de travail, qui peut durer 6 mois, un an et demi, voire 2 ans, à faire du lit au canapé et du canapé au lit. C'est-à-dire que physiquement, ils sont épuisés. Il n'y a plus d'énergie, vraiment. Épuisement émotionnel, eh bien, leurs émotions se sont épuisées également. Et donc, il y a une sorte de dépersonnalisation qui peut aussi entrer dans les définitions. Il y a un détachement émotionnel. Et puis, mental, parce que le burn-out, c'est aussi un épuisement cognitif. C'est-à-dire qu'on perd sa capacité d'attention, de concentration, de réflexion, de mémorisation. On perd toutes ces possibilités qu'on a d'effectuer un travail. Et donc ça, c'est la définition de la HAS. Et puis, dans la vie de tous les jours, il y a une dilution du sens, c'est-à-dire que on utilise le terme de burn-out pour parler d'une fatigue. Et quelqu'un qui travaille pendant 2, 3 semaines de façon intense, il va dire: oh là là, j'arrive au burn-out. C'est pas un burn-out, c'est un état de fatigue qui est D'accord. grand, mais c'est un état de fatigue. C'est pas encore le burn-out. Donc ça, c'est la dilution. Et puis il y a l'extension du sens où effectivement, cette fatigue, eh bien, on va l'appliquer sur les démarches administratives ou sur la question de l'écologie avec le burn-out du colibri. Même, on parle de burn-out parental lorsqu'on doit Oui, gérer effectivement la journée de travail, plus les enfants, les leçons, les activités des enfants, etc. la cuisine, le ménage, etc. Exactement, voilà. Très bien. Donc, est-ce que ça veut dire que le burn-out, c'est un état d'épuisement sévère avec un arrêt de travail derrière? Ou est-ce que c'est un sentiment de s'épuiser tout en continuant d'aller au travail? Donc le burn-out, c'est vraiment l'épuisement. C'est le D'accord, moment où on ne peut plus aller au travail, justement. Avant, c'est la fatigue. Et être fatigué, c'est normal. Je dirais même que être fatigué après une journée de travail, c'est normal. Et même si on passe la journée dans le canapé le dimanche à regarder des séries à la télé, après une journée de série dans le canapé, le soir, on se lève, on dit: oh, je suis fatigué, je vais aller me coucher. Donc même ne rien faire, c'est fatigant. oui, Donc fatigue au travail, oui, bah oui, c'est normal. Par contre, le burn-out, c'est plus que la fatigue. C'est l'épuisement, non pas en train de se faire, mais l'épuisement avéré. On n'a plus d'énergie. On est vraiment, vraiment épuisé. Voilà, c'est le stade vraiment au-delà de la fatigue. d'accord. Est-ce que toute souffrance au travail peut être qualifiée de burn-out? Je pense par exemple à des salariés qui sont en conflit de valeurs ou vont au travail et qui font des crises d'angoisse. Est-ce que c'est dû à l'employeur par rapport à l'emploi ou est-ce que c'est seulement lié au salarié qui s'implique un peu trop dans son investissement au travail? Alors, il y a 2 choses, sur le fait qu'on puisse qualifier toute souffrance au travail de burn-out, c'est pas possible. Le burn-out, c'est vraiment une forme de la souffrance au travail.
dans l'exemple que tu as donné, la personne qui fait des crises d'angoisse à l'idée d'aller au travail, lié à un conflit de valeurs, elle n'est pas en épuisement. C'est-à-dire que quand elle est en arrêt de travail, elle vit normalement. Par Oui, contre, les conflits de valeurs dans lesquels elle est font que elle va angoisser à l'idée d'aller au travail et elle ne peut pas aller au travail, mais elle n'est pas épuisée. Donc c'est un arrêt de travail pour souffrance au travail, mais c'est pas un burn-out. Le d'accord. burn-out, c'est vraiment l'épuisement cognitif, émotionnel, comme la HAS nous le rapporte. Alors les causes, ça peut être la charge de travail et même la surcharge de travail, qui est soit sur une durée, sur un temps de travail à peu près normal, mais avec beaucoup de charge de travail, soit sur un temps très long. Et on a des journées qui sont très longues et sur un temps très long. Et puis, il y a l'épuisement émotionnel qui peut être cause de burn-out. Et par exemple, c'est par ça qu'on a identifié le burn-out dans les années 50 aux États-Unis. Il y avait un psy qui accompagnait des équipes de bénévoles Oui, qui prenaient en charge des personnes, à l'époque on appelait ça comme ça, des toxicomanes, et qui allaient vers un sevrage. Et en fait, ce psy s'est rendu compte que, alors dans le problème des addictions, le problème c'est pas d'arrêter, hein, le problème c'est pas d'arrêter de fumer. Tout le monde arrive à arrêter de fumer. Le problème c'est de pas reprendre, de pas recommencer à fumer. bien sûr. Et donc, dans les addictions avec de la cocaïne, de l'héroïne, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire que les bénévoles accompagnaient ces personnes vers un sevrage, les personnes faisaient un sevrage, et puis elles recommençaient une consommation quelques semaines après. Et donc, les bénévoles s'épuisaient émotionnellement dans le fait de soutenir la personne, de l'aider, de passer des câbles, d'aller au sevrage, et il fallait tout recommencer. Et c'est là qu'on a identifié la première fois cet épuisement qu'on a appelé burn-out, qui est un épuisement émotionnel. Pas par la surcharge de travail, parce que c'était des bénévoles. Donc, ils s'investissaient quelques heures par semaine, et pas 35 heures, pas 40 heures ou 50 heures. Et donc, c'était pas enfin, la longueur du temps de travail qui était bénévole, là, mais c'était vraiment l'investissement dedans. D'accord. Est-ce qu'il existe différents stades dans le burn-out? Oui, alors, il y a cette fatigue hein, qu'on a vue avant, qui est normale et qui, si elle dure trop longtemps, cette phase-là peut conduire au burn-out. Et donc là, on a 3 phases sur cette situation-là. On a qui va être la phase d'alarme, c'est-à-dire qu'on a une charge de travail qui augmente et donc ça met la personne en difficulté. Elle va entrer dans une phase de résistance, c'est-à-dire qu'elle va se surinvestir dans le travail pour faire face à la contrainte qu'elle a, à la charge de travail. Éventuellement, elle va avoir recours à des psychostimulants, c'est-à-dire qu'elle va augmenter sa consommation de café, qui est un Mmh. psychostimulant, sa consommation de nicotine, elle va fumer plus de cigarettes parce que c'est également psychostimulant, et elle va compenser la charge par du dopage. Alors, un dopage légal, hein, le Oui, le café, café. c'est légal, le Oui, tabac, le c'est tabac légal aussi. chez les majeurs, etc. Mais ça stimule les fonctions cognitives et donc ça permet de faire face. Et si jamais ça dure trop longtemps, si c'est trop intense sur une période trop longue, eh bien, ça va masquer l'épuisement puisqu'on dope derrière pour pouvoir Oui, faire face. Et là, il va y avoir une phase de rupture. C'est le moment du craquage. C'est-à-dire, la personne arrive le matin au travail et elle ne sait plus allumer son ordinateur, elle ne sait plus saisir son mot de passe, elle ne sait plus rien faire. ah oui. Et le cerveau, là, est épuisé. Je vous rappelle, notre cerveau, on a un cerveau de sapiens sapiens qui est le même qu'il y a 50 000 ans. C'est-à-dire que notre cerveau est conçu au départ pour ramasser des fruits, des racines, et puis de temps en temps, si on y arrive, attraper un lapin pour manger un peu de viande. Et notre journée de travail d'aujourd'hui, dans beaucoup de situations, sollicite beaucoup le cerveau, mais d'une façon qui n'est pas du tout celle qu'on a connue jusque dans les années 70-80. Et quand on discute avec des personnes âgées, et qui ont 80 ans et plus, et qu'on leur dit, mais alors comment c'était à votre époque? Est-ce qu'il y avait des burn-out? Moi, je l'ai fait dans le cadre de l'enquête, justement, et les personnes me disaient, bah non, il n'y avait pas de burn-out. D'ailleurs, on ne comprend pas parce que nous, à l'époque, on travaillait du lundi au samedi. Et on ne faisait pas 35 heures, hein, il faisait 45 heures ou plus. Et il n'y avait pas de burn-out. Sauf que la charge mentale n'était pas la même. C'est-à-dire que pendant le Covid, pendant le premier confinement, j'intervenais dans un grand groupe bancaire français. Et ils étaient passés de 3 moyens de communication à 7 moyens de communication. C'est-à-dire qu'avant, ils checkaient et la mail et les SMS et puis la plateforme de la banque. Et là, ils avaient créé un groupe WhatsApp entre managers, un groupe WhatsApp manager et puis collaborateurs, et puis un groupe Signal, parce que WhatsApp, c'est pas assez sécurisé, donc on fait un groupe Signal, etc. D'accord. Donc ils étaient à 7.
et à 7 canaux de communication qu'on doit checker plusieurs fois par jour, ça rajoute une forte charge mentale, Mmh. avec du stress parce qu'on a peur d'oublier une info, et cetera. Donc ça, c'est vraiment cette charge de travail qui augmente et qui est importante et qui amène le burn-out. Donc on a ça. Et puis on a un au-delà du burn-out qui existe, qui s'appelle le karoshi. Le karoshi, c'est lorsque la charge de travail est tellement élevée sur un temps concentré qu'on décède. C'est une mort au travail liée à des problèmes cardiovasculaires. Et le karoshi, donc c'est les Japonais qui ont identifié ça, c'est documenté dans la médecine, hein, le karoshi, ça date des années 80. Et c'est un arrêt cardiaque. Alors, il y a 2 règles pour déterminer si c'est un karoshi ou pas. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait eu 24 heures de travail continu. C'est-à-dire, D'accord. on a fait 3 journées dans la même, Oui. globalement. Mmh. L'autre règle, c'est qu'on a passé une semaine à faire environ 16 heures par jour. C'est-à-dire 2 journées dans la même pendant une semaine. Et ces situations prolongées de travail avec le stress, parce que c'est évidemment, des situations stressantes puisqu'il y a beaucoup de travail, c'est pour ça qu'on travaille autant, amènent un arrêt cardiaque. Et lors d'une des premières émissions de radio où j'avais été invité, l'animateur m'avait raconté ça. En fait, il était en colocation quand il était jeune, étudiant, et un de ses colocataires travaillait sur ordinateur Oui. dans sa chambre, et un jour, ils l'ont retrouvé mort assis sur son fauteuil. Oh, Un karoshi, voilà. un Alors en karoshi. France, on OK. a peu de situations de karoshi. Par contre, au Japon, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a pour Il qui y il en l'ait a. identifié, catégorisé, et cetera. D'accord. Est-ce que le burn-out est toujours lié à un temps de travail trop long? On pense souvent au cadre qui peut travailler 60 heures par semaine, mais est-ce qu'un salarié non cadre qui travaille 35 heures par semaine peut aller jusqu'au burn-out? Tout à fait. C'est là où on a des clichés sur la question du burn-out. On se dit: «Le burn-out, ça n'arrive», alors souvent on se dit: «Ça arrive à ceux qui sont fragiles», ce qui est totalement faux. La plupart des gens qui font un burn-out, c'est au contraire des gens qui sont, extrêmement investis, extrêmement résistants, et c'est bien parce qu'ils sont résistants qu'ils augmentent la charge, D'accord. et en augmentant la charge, ils se mettent au bout de leur capacité de résistance. Donc on a, cette charge de travail qui peut être effectivement sur un temps de travail long et faire des semaines de 60 heures. C'est possible d'arriver à une situation de burn-out, mais on peut aussi faire des semaines de 60 heures sans faire de burn-out. C'est-à-dire que si la charge mentale pendant ces 60 heures, comme ça pouvait être il y a 50 ans, était basse, eh bien, il n'y avait pas d'épuisement mental. Il y avait un temps de travail long, il y avait une fatigabilité importante physique, Oui, mais pas mentale. oui. Donc ça, c'est possible. On peut faire un burn-out en travaillant 35 heures, même moins. Parce que si la charge mentale est trop élevée, qui génère beaucoup de stress, qu'on n'arrive pas à récupérer, c'est-à-dire qu'on rentre le soir en pensant toujours au travail, qu'on se couche en pensant au travail, qu'on se réveille la nuit en pensant au travail, qu'on n'a plus ces espaces de récupération qui nous permettent de vivre, de penser à autre chose qu'au boulot, eh bien, on peut faire un burn-out. Et puis, il y a les exigences émotionnelles également, dont je parlais, le fait de travailler avec des gens en souffrance, c'est difficile. Le fait de travailler en soins palliatifs, c'est difficile. Oui. Le travailler en oncopédiatrie, c'est difficile, et ça peut amener un épuisement émotionnel. Et on peut faire 35 heures et s'épuiser émotionnellement avec juste 35 heures. Donc c'est pas forcément le temps de travail, c'est surtout la charge. Et puis quand la charge est forte, plus un temps de travail long, et là on a tous les ingrédients pour aller vers un burn-out. D'accord. Donc, l'épuisement professionnel, c'est un dommage, un trouble psychosocial, ce qui est la conséquence du RPS et qui aurait pas été suffisamment prévenu par le RH, on va dire. Oui. Est-ce que du coup, ça serait lié à l'employeur ou, à des situations où le salarié aurait un tempérament justement à trop s'impliquer dans son travail? Mais en fait, il y a les 2 qui sont mobilisés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le code du travail qui est très clair. Il y a l'article 41-21 du code du travail qui nous dit que l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc cette santé mentale, c'est d'un côté l'aspect psychologique avec les émotions, ce qu'on ressent, et donc le fait d'être exposé, par exemple, agent d'accueil dans un service d'habitat où on accueille les personnes qui sont mécontentes, hein, eh bien, toute la journée, on est soumis à des gens mécontents, parfois agressifs. Il faut gérer nos émotions.
Oui, Travailler dans un EHPAD avec des personnes âgées, parce qu'elles sont de plus en plus âgées, de plus en plus dépendantes, avec des troubles cognitifs, nous amène à ressentir des émotions qu'on doit gérer, masquer ou manifester d'autres émotions. Donc on a ça du côté de l'employeur, il doit protéger le salarié et de ces expositions de risques psychosociaux. Et de l'autre côté, on a le salarié qui lui aussi doit se protéger. Et c'est l'article 41-22 du Code du travail, donc l'article d'après, qui nous dit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité. Et il nous dit aussi ainsi que de celle des autres personnes avec qui il travaille et qui sont concernées, donc soit par ses actes, ce qu'il fait, ou ses omissions, ce qu'il oublie de faire. Et donc la santé mentale est l'affaire et de l'employeur et du salarié. Alors, les situations où le tempérament ou un salarié serait plus à risque ou plus vulnérable, globalement, il y a deux profils. Il y a le perfectionniste. oui, Le perfectionniste, c'est terrible parce que c'est jamais fini. Et quand on est perfectionniste, on peut toujours faire mieux. Et donc, ça s'arrête jamais. Si vous voulez, c'est un peu comme la télévision. Avant, il y avait la télévision et puis la télé s'arrêtait. Et donc, on allait se coucher. Il y avait un écran blanc, des nuages blancs, puis bah, on allait se coucher parce qu'il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, la télé s'arrête jamais. Et puis les plateformes de séries s'arrêtent jamais. Donc, c'est à nous de nous arrêter. Ce n'est plus l'autre qui est l'agent de notre arrêt, c'est nous qui devons nous arrêter. Les perfectionnistes ont du mal à s'arrêter parce que ça peut toujours être mieux. bien Et il sûr. y a cette loi de Pareto qui dit que 20% de l'investissement produit 80% du résultat. Et donc, les 80% après qu'on va faire vont produire que 20%. Donc, on va beaucoup s'investir pour peu de résultats. Parce que le travail, globalement, il est fait. Donc, perfectionniste. Et puis, il y a des gens qui vivent avec un sentiment de culpabilité, qui ont le sentiment, un peu comme la petite voix de Jiminy Cricket, qui vient leur dire, tu dois en faire plus, ça, c'est pas assez bien fait. D'accord. Si tu fais pas ça, c'est pas bien. Et cette petite voix qui nous pousse à ce sentiment de culpabilité fait que les gens n'osent pas dire non. Et bien souvent, quand on fait des formations sur la prévention des risques psychosociaux, les personnes qui assistent à la formation, les stagiaires, ils parlent de ça, de la question de pouvoir dire non. Dire voilà, là, ça fait assez de travail, je ne peux pas faire plus. Et ils ont du mal à dire non. Et donc ça, c'est avec ce sentiment de culpabilité où il faut toujours, toujours répondre à la demande. Et donc ça, c'est vraiment deux choses. Perfectionniste, sentiment de culpabilité, c'est une autoroute pour le burn-out. Ouais. D'accord. Donc, aux côtés de l'approche médicale et de l'approche psychologique, est-ce qu'il existe une autre façon d'accompagner un salarié qui est en burn-out, à se reconstruire et à reprendre une vie, professionnelle? Alors oui, la case médecin est importante. Alors médecin généraliste pour Oui, l'arrêt de travail, parce qu'un burn-out nécessite un temps de repos, parce qu'on est épuisé. Donc il faut oui. vraiment un temps de repos. La moyenne, je crois que c'est aux alentours d'un an d'arrêt de travail pour un burn-out. Ah oui, C'est pas d'accord. juste prendre une semaine de vacances et ça Mmh. repart, hein. C'est vraiment très très long. Donc médecin généraliste, éventuellement psychiatre ou médecin généraliste qui va prescrire un anxiolytique si la personne est très angoissée, voire un antidépresseur si elle est déprimée aussi, sachant qu'un burn-out n'est pas une dépression. C'est pas une dépression de l'humeur, c'est un épuisement. C'est Oui, pas la même chose. Donc l'antidépresseur n'est pas forcément toujours la meilleure indication sur l'épuisement cognitif. Le psychologue du travail, qui va accompagner le ou la salariée dans cette situation-là pour comprendre effectivement comment ça a pu se passer. Et puis il faut faire un travail au-delà de ça. Il faut travailler sur soi aussi, sur son rapport au travail. Et là, il existe une méthode qui s'appelle RPBO, reconstruction post-burnout, qui a été créée par Sabine Bataille, qui est sociologue du travail. Et c'est une méthode qui a eu un prix, le prix de l'ANACT, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en 2012, et qui est une méthode d'accompagnement des personnes en burn-out, mais qui n'est pas ni médicale ni psychologique. C'est vraiment d'accord. sur le rapport au travail. Donc ce ne sont ni des médecins ni des psychologues qui font cette méthode-là. Ça n'empêche pas d'être psychologue à côté, mais ce n'est pas du tout de la psychologie. Et cette méthode permet d'accompagner à la reconstruction et apprendre à se fixer des limites dans le travail, à savoir dire non. Oui, par Par exemple, exemple. par Mmh. exemple, savoir dire non. Et ça peut se faire après l'arrêt de travail, pendant l'arrêt de travail, et ça peut se faire avant. Et c'est quelque chose qu'on peut faire quand on voit qu'on est à risque, eh bien, on peut s'engager dans cette méthode. Et c'est une méthode standardisée. Il y a des consultants en France, dans d'autres pays également. C'est vraiment avec un protocole, un nombre de séances. Chaque séance aborde un thème précis, etc. D'accord et donc cette méthode fonctionne? Oui, complètement. Elle D'accord. fonctionne. Elle a eu un prix de l'ANACT, donc elle est vraiment validée.
Et c'est une méthode qui n'est pas de la psychothérapie, c'est vraiment plutôt du côté sociologie du travail. D'accord. C'est un bon complément. Est-ce qu'il existe un taux de rechute élevé, suite à un burn-out? Alors, les différentes études nous disent qu'entre 30 et 50 de rechute, c'est-à-dire qu'un burn-outé sur 2 Mmh, va refaire un burn-out dans les 5 ans. d'accord. Ce qui est Pourquoi 5 ans? Bah, parce qu'ils ont évalué sur cette durée-là et je pense que ça colle bien en fait. 50 sur 5 ans, c'est un chiffre qui marque Oui, et heu et ce qui est important, c'est d'avoir à l'esprit qu'ils refont un burn-out, mais en ayant changé d'emploi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément changé de travail. Ils exercent le même travail, mais dans un autre emploi, chez un autre employeur et malgré le changement d'emploi, ils refont un burn-out. Ce qui veut dire que d'un côté, il y a les conditions d'emploi qui sont propices à ça, mais qu'aussi de l'autre côté, il y a des facteurs personnels, du rapport au travail que l'on a, qui va faire que, si on est perfectionniste, c'est jamais fini. Si on a un sentiment de culpabilité, vis-à-vis de son manager ou de l'entreprise, eh bien, on va avoir le sentiment qu'il faut toujours en faire plus, qu'on ne peut pas dire non. Et ça, c'est vraiment propice. Et c'est là où, soit le travail avec le psychologue du travail, soit le travail avec le consultant RPBO, va permettre d'y voir clair dans son jugement et de voir un peu comment on fonctionne dans le rapport au travail. Et ce qui va réduire le risque de rechute et de faire un deuxième burn-out. d'accord. Est-ce qu'il existe une sorte de profil entre les hommes et les femmes? Alors, oui, dans l'enquête que j'ai faite en 2020-2021, c'est une enquête avec, il y a eu, plus de 800 personnes qui ont répondu à un questionnaire, dont plus de 100 personnes qui étaient en arrêt de travail pour burn-out, D'accord, que j'avais, recruté sur les groupes Facebook, un burn-out, j'avais proposé le questionnaire et puis j'ai fait des centaines d'entretiens, 15 pays francophones, sur, la gestion du travail. Donc j'ai fait ces entretiens avec des managers, avec des responsables RH, des dirigeants d'entreprise, mais aussi avec des médecins du travail, des psychologues du travail, des avocats en droit du travail et puis en France avec des conseillers prud'homaux. Et oui, donc, ce qui ressort de cette enquête, c'est que les femmes sont plus exposées, que les hommes pour plusieurs raisons. Il y a, alors un élément un peu périphérique, mais qui a une part importante, c'est que bien souvent les femmes attendent d'avoir, le sentiment d'avoir toutes les compétences pour postuler à un poste supérieur. Alors que les hommes ont plutôt tendance à se dire: «On va tenter, si jamais ça le fait, tant mieux». Et donc, il y a des études qui disent que quand un homme estime qu'il a 30 des compétences, il postule. Alors qu'une femme serait plutôt à 80-90 des compétences. Donc ça veut dire que c'est un investissement beaucoup plus important chez les femmes. oui, Ensuite, il y a la double journée et c'est-à-dire que, ça change, mais pas dans toutes les familles, pas partout, et pas suffisamment et donc il y a des femmes qui font leur journée, soit 35 heures, soit une journée de cadre au forfait jour et qui font leurs 10 heures au travail oui, et avant d'aller au travail, elles ont déjà commencé leur journée et puis quand elles rentrent du travail, elles continuent leur journée avec les enfants à les gérer enfants, tout et à fait. parfois même avec le conjoint. Je me rappelle d'un entretien que j'ai fait il y a pas très longtemps avec une cadre de santé dans une clinique qui me disait qu'avant de démarrer à 7 heures, elle préparait le repas de son mari pour le midi. Oui, Parce il peut pas le faire tout seul, faire son repas. Donc sa journée à elle commence très tôt et pas pour elle en plus, pour son mari. Et que le soir, quand elle sortait, de l'établissement, elle allait chercher leur enfant et c'est elle qui gérait, le temps de leçon à l'école, les activités périscolaires, les activités de loisirs et c'était pas lui. Donc elles accumulent comme ça un temps de travail et de charge mentale oui, les qui est journées très sont élevé, longues. mais Mmh, évidemment et heu et donc ces doubles journées au niveau de la charge mentale, on l'a vu, c'est très important, l'aspect de la charge mentale épuise plus facilement. Il ne faut pas dire que c'est donc lié à des éléments personnels, c'est lié à une charge mentale. Si, si dans le cadre de l'emploi, il y a une charge trop élevée, effectivement, la personne va s'épuiser encore plus et dans le cadre personnel, ça vient se rajouter et ça dédouane pas l'entreprise, bien oui, sûr, puisqu'il y a le code du travail qui rappelle qu'il doit veiller à la santé et à la sécurité. Donc il doit adapter la charge mentale, pas à la vie personnelle de la personne, oui, mais que la charge mentale soit raisonnable. Ça, c'est important. Donc on a cet aspect-là et puis il existe aussi ce qu'on appelle le plafond de verre. Le plafond de verre, c'est le fait
on voit les postes au-dessus et on veut postuler, on s'investit pour gravir les échelons dans l'entreprise et on ne voit pas qu'il y a un plafond qui va faire qu'on ne va pas y arriver et il est en vert. C'est-à-dire qu'on voit de l'autre côté, on voit bien ce qu'on pourrait atteindre, mais on ne l'atteint pas. Et là, on est sur des fonctionnements encore très patriarcats où dans certaines entreprises, les postes de responsabilité de dirigeants sont réservés aux hommes et ils sont donnés par les hommes aux hommes. Et là, moi, j'ai vu en entretien des personnes, des femmes qui disaient qu'elles avaient sacrifié une vie conjugale, c'est-à-dire qu'elles étaient célibataires, 40 ans, donc sacrifier une vie familiale, pas d'enfants, dans l'espoir d'atteindre les objectifs professionnels qu'elles s'étaient légitimement fixés. Mais elles ne les atteignaient pas et elles voyaient que des collègues hommes, eux, atteignaient ces postes-là, Arrivé. Mmh. mais pas elles. En plus, elles se disaient que des fois, ils n'avaient pas toujours toutes les compétences, parce que je te le rappelle, Oui. hein, les hommes avec 30%, ils pensent qu'ils peuvent postuler. Les femmes, c'est plutôt 80%. Et donc, il y a ce plafond de verre qui fait qu'elles s'épuisent à essayer d'obtenir, d'atteindre quelque chose qui ne leur sera pas donné. Donc ça, c'est vraiment D'accord. des différences significatives entre les hommes et Et les les femmes. femmes. Ouais, OK. ouais, ouais. Est-ce que du coup, les femmes peuvent faire plus facilement un burn-out que les hommes? Et elles sont exposées à un risque plus élevé. D'accord. Voilà. Après, il y a le facteur individuel, parce qu'on est toutes et tous résistants différemment, hein. Il y a des gens qui ont besoin de 6 heures de sommeil pour être bien, Oui, puis il y a des gens qui ont besoin de 10 heures, et la moyenne, c'est 8 heures. Et donc, quand on a besoin de 10 heures de sommeil pour être bien, on n'a pas la même vie que quand on a besoin de 6 heures. bien Tous sûr. les jours, il y a 4 heures de plus de vie chez la personne qui a que 6 heures de sommeil et qui est bien avec 6 heures. Donc, il y a des variations inter-individuelles qui font qu'on est plus ou moins résistant, plus ou moins vulnérable. Et puis, il y a des déterminants encore, malheureusement, sociaux, qui font que bah, ce sont les femmes qui vont emmener les enfants, les récupérer le soir, qui vont s'occuper des leçons, etc. Et donc ça les rend plus vulnérables, effectivement. D'accord. En prévention secondaire, sur quels signes un manager, doit-il être vigilant auprès de son équipe? Alors, la prévention secondaire, c'est vraiment quand on est exposé au risque, et c'est le moment où on va ajuster, on va réguler. Et c'est là où le management de proximité a toute sa place. Donc, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux types de signes. Il y a des signes positifs et des signes négatifs. Les signes positifs, ce sont les signes où le manager voit que son collaborateur, sa collaboratrice, s'investit davantage, euh, vraiment moralement, psychiquement, dans le travail, ou qu'elle fait plus de temps de travail, elle rajoute soit des heures supplémentaires, ou alors si elle est au forfait jour, eh bien, elle travaille un peu plus longtemps. Et puis, il y a plus de disponibilité. Tout ça, ça paraît positif. Mais ça peut cacher le fait que la personne est dans une phase de résistance face aux difficultés et qu'elle est en train de s'épuiser. Et puis, il y a les D'accord. signes négatifs qui sont pour certains les mêmes, c'est-à-dire on augmente le temps de travail. Mais on n'augmente pas le temps de travail pour faire plus de travail, on augmente le temps de travail pour faire le même travail qu'avant. Et donc, ça veut dire qu'on a des problèmes d'attention, de concentration, de mémorisation, on a des problèmes de réflexion qui ralentissent nos capacités, et donc on doit rajouter du temps de travail. D'accord. Pas pour en faire plus, mais pour en faire autant. Et là, le management de proximité est important parce que c'est au manager de voir que telle collaboratrice, tel collaborateur passe plus de temps qu'avant. Et puis, il peut y avoir des erreurs qui arrivent. Oui. Et on s'aperçoit que, tiens, depuis 2-3 semaines, il y a plusieurs erreurs régulières, alors qu'avant, il n'y avait pas d'erreur. Donc, il y a peut-être une fatigue qui est là et qui se manifeste. Et puis, il y a l'humeur aussi qui peut changer. Il peut y avoir de l'irritabilité, où la personne devient anormalement, alors que la charge de travail augmente, elle devient anormalement plus joyeuse, plus enjouée. Ou au contraire, elle déprime un peu. Donc il y a ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment du management de proximité et il faut être à l'affût de ces signes-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une bonne confiance entre les équipes et le manager. D'accord, Ça, c'est donc surtout essentiel. le N+1. Exactement. Ce N+1 doit créer un climat de confiance et il doit être là pour soutenir les équipes, pas pour les sanctionner. Oui, Il est là vraiment en soutien. Et si ça s'est créé, il peut à la fois être attentif aux éléments des personnes de son équipe et en même temps, euh, il peut ajuster et être à l'écoute si quelqu'un vient se confier pour lui dire, bah, voilà, là actuellement, la charge de travail est importante et il faudrait qu'on allège un peu pendant une période de quelques semaines. donc un rôle important, le N+1. Essentiel, essentiel.
Quel conseil donnerais-tu à un service RH, pour agir quand il a connaissance justement d'un salarié qui est en signe de fatigue pour éviter qu'il aille jusqu'à l'épuisement? Alors c'est important parce que, le service RH, lui, il n'est pas en direct avec les salariés. Donc, ça va être une remontée qu'il aura ou alors on est dans une petite PME et le service RH, circule et va dire bonjour tous les jours ou plusieurs fois par semaine aux équipes. Mais, il va falloir, soit anticiper des situations, c'est-à-dire on sait que parce que l'activité a un côté un peu saisonnier, on sait que sur tel mois, il y a plus de charge de travail, bah, peut-être anticiper et embaucher, des intérimaires pour soulager un peu. Là, le service RH peut faire ça. Il peut donner des moyens au manager pour que le manager puisse ajuster la charge de travail. Ça, c'est important. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de faire de la prévention. Prévention avec de la formation, hein, comme le recommande le code du travail, avec de l'information et de la formation. Et donc, former et les managers à la prévention des risques psychosociaux, parce que le burn-out, c'est un dommage, comme tu disais, un dommage, un trouble psychosocial Oui, qui est lié à l'intensité ou au temps de travail ou aux exigences émotionnelles. Donc, on est vraiment sur les conséquences des risques psychosociaux. Donc, former sur la prévention des risques psychosociaux et le service RH peut programmer justement ces cycles de formation et puis donner donc de, des moyens au management de proximité de manière à soulager la charge de travail, peut-être mieux réguler l'activité et peut-être embaucher ponctuellement quelqu'un. d'accord. Bah, très bien Sébastien, cet entretien est terminé. Je te propose de passer aux questions de nos internautes. Merci. Merci. Alors, première question de Sandrine qui demande si le burn-out peut être pris en compte au titre de l'accident de travail ou de maladie professionnelle. Oui, c'est possible. Alors, le burn-out n'est pas dans le tableau des maladies professionnelles, hein. Par contre, on peut présenter un dossier en commission, la C2RNP, pour pouvoir le faire reconnaître. Le problème, c'est que lorsqu'on est en burn-out, eh bien, on est dans un état d'épuisement qui fait qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force pour s'engager sur cette procédure-là, qui est quand même assez difficile. Et donc, on le fait quand on va mieux. Et quand on va mieux, lorsque le médecin expert fait l'entretien pour évaluer le taux d'incapacité de travail, il voit qu'on va plutôt bien, ce qui est une bonne chose, parce que le but, c'est quand même de sortir de cette situation. Et comme il voit qu'on va plutôt bien, eh bien, il ne peut pas notifier le taux qui permettrait la reconnaissance. Donc ça, c'est une complexité. Donc ça veut dire qu'il faut que quelqu'un de l'entourage soit informé et accompagne dès le début de l'arrêt de travail vers la constitution de ce dossier et cette demande de reconnaissance. Donc ça, c'est pour la maladie professionnelle. Pour l'accident de travail, ça peut être déclaré en accident de travail, tout à fait. Donc il faut passer voir votre médecin et le faire. Moi, j'ai vu des situations de salariés, de cadres dans des grands groupes où c'était le médecin du travail lui-même qui disait au cadre de rentrer chez lui. Alors pas tout seul avec sa voiture, hein, évidemment, ils ont appelé un taxi, de rentrer chez lui et d'aller voir le médecin. Ils appelaient le médecin du travail, appelait le médecin généraliste pour un rendez-vous et ça pouvait passer en accident de travail. C'est tout à fait possible. Sandrine nous posait, non, c'est Sandrine qui nous posait cette question. Elliot demandait pour un service public, est-ce qu'il y a des spécificités concernant le burn-out? Non. Le burn-out est un épuisement professionnel qui peut venir de différentes situations de travail. Et ces situations de travail, on peut les retrouver à la fois dans la situation de travail dans le privé ou dans le service public. Il y a des spécificités du travail, mais ce qui conduit à l'épuisement, c'est à chaque fois les mêmes choses. La surcharge de travail sur un temps trop long, une difficulté à prendre du recul, une difficulté à dire non, un côté perfectionniste ou alors des valeurs très très fortes qui font qu'on s'oblige à aller quand même travailler alors qu'on sent qu'on est fatigué. Et ça, qu'on soit dans le privé ou dans le public, il n'y a pas de différence notable sur ça. Anne demande ce que font les médecins du travail pour aider à faire face au burn-out en dehors de la consultation.
Alors, si vous sentez que vous êtes à un état de fatigue très avancé, c'est-à-dire un niveau de risque de burn-out élevé, vous pouvez demander une consultation chez le médecin du travail. En général, quand un salarié sollicite un rendez-vous avec son médecin du travail pour un risque de burn-out, le médecin du travail, très rapidement, dans mon enquête, j'avais fait beaucoup d'entretiens avec des médecins du travail, tous me disaient que dans la semaine, ils reçoivent le salarié. Et donc, le médecin du travail va accompagner le salarié dans cette situation pour ralentir la charge, et il peut intervenir aussi au niveau de l'employeur pour faire des recommandations. Donc le médecin du travail a cette possibilité-là. Il est là aussi pour protéger la santé des salariés, pour les accompagner. Lydie nous demande ce que l'employeur peut mettre en place pour prévenir le burn-out. Alors, cette prévention passe par déjà de l'information. Parce que souvent, le burn-out est confondu avec la fatigue et on l'utilise dans des situations qui ne sont pas du burn-out. Donc, en fait, sa valeur perd de son sens. Son sens perd de sa valeur, hein, plutôt dans ce sens-là. Et ce qui fait qu'à mal nommer les choses, en fait, les choses ne sont pas bien identifiées et on ne travaille pas dessus correctement. Donc, d'abord de la formation. On forme le management de proximité parce que c'est vraiment lui qui va pouvoir évaluer la charge de travail, pouvoir l'ajuster, mais on forme aussi les équipes, hein, parce que je vous l'ai dit, l'article 41-22 du Code du travail dit que le salarié, lui aussi, a cette obligation de sécurité et de santé pour lui-même et pour les collègues avec qui il travaille. Donc, former les salariés, former les équipes, avec, ça peut être une séance d'une heure, ça suffit pour les équipes, pour vraiment les sensibiliser à la question. Par contre, le management, il faut quand même une demi-journée, voire une journée, si on parle des risques psychosociaux en général, pour les former. Donc ça, c'est important à faire. Et puis, créer comment dire, un climat de travail qui autorise les équipes à dire que là, elles sont en surcharge et qu'il n'y ait pas de crainte d'être mal vues parce qu'on a osé dire que là, finalement, la charge de travail est un peu élevée pour nous. Sachant que ça change avec le temps. Il y a des périodes de notre vie où on est plus en forme, moins en forme, plus investi, moins investi, et que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans 6 mois ou il y a 6 mois. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le fait qu'un collaborateur ou une collaboratrice, à un moment donné, témoigne d'une fatigue. Il faut l'accompagner, mais pas se dire, cette personne, elle est tout le temps fatiguée. Voilà. Alors, ça peut arriver que quelqu'un soit tout le temps fatigué, mais là, il faut aller voir le médecin. Il y a peut-être d'autres choses à faire s'il y a une fatigue chronique. Alors, les signes précurseurs du burn-out, demande Stéphanie. On a, je le disais, il y a ces signes positifs et ces signes négatifs. Et ce qui est important, les signes négatifs, on voit la fatigue, on voit les erreurs qui arrivent, le temps de travail qui s'allonge pour faire la même tâche. Et ça, c'est évident, ça, on voit clairement les choses. Par contre, les signes positifs, c'est-à-dire les attitudes que l'on qualifie positivement d'un plus grand investissement, plus de temps de travail, ça peut cacher justement le fait que la personne est dans la phase de résistance. Et c'est là où il faut, sur ces situations-là, discuter avec les collaborateurs pour voir si vraiment la personne s'investit parce qu'elle est dans une période de sa vie où elle a envie ou le temps pour s'investir davantage. Moi, j'ai vu des entreprises où ils avaient des cadres qui arrivaient et ils arrivaient d'une autre région. Et donc, ils venaient d'arriver dans la ville et ils n'avaient pas encore de loisirs, pas encore d'amis sur place. Et donc, ils avaient beaucoup de temps libre et ils s'investissaient beaucoup. Et donc, il faut identifier la nature de cet investissement-là. Ça, c'est important. Il y a les choses, les actes, et puis il y a l'intention qui est derrière. Quelle est la nature de notre intention qui fait qu'on va s'investir davantage? Est-ce que parce qu'on a une charge qui est élevée et on doit faire face et donc se solliciter plus, ou bien est-ce que parce qu'on a envie tout simplement de s'investir davantage? Ah, Elodie nous demande si les salariés HPI qui ont un haut potentiel intellectuel sont sujets au burn-out ou pas. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'études sur les hauts potentiels intellectuels. Il faut savoir que le haut potentiel, euh, c'est un haut potentiel, c'est-à-dire qu'il y a une potentialité élevée qui a été évaluée par un test de quotient intellectuel qui montre qu'effectivement, sur des épreuves de logique verbale, de logique visuelle, de raisonnement perceptif, il y a un niveau difficulté résolue au-dessus de la norme, très au-dessus de la norme. Ça ne veut pas dire que
on sera plus efficace dans le travail. Et puis, avec le haut potentiel, il y a souvent des troubles associés. Très souvent, il y a un trouble attentionnel qui fait que les personnes ont des idées qui partent dans tous les sens, ils n'arrivent pas à se focaliser, ils sont en attention vigilante. Il peut y avoir aussi, associé avec le haut potentiel, il peut y avoir un syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique léger, et qui fait que le rapport au travail ou le rapport social avec les autres est différent. Donc il y a plein de facteurs, et identifier le haut potentiel comme seule source possible, facteur favorisant un burn-out, me paraît délicat. Parce que c'est un peu comme si on avait une Ferrari. C'est pas parce qu'on a une Ferrari qu'on va dans le décor. Il y a plein de gens qui vont dans le décor avec des véhicules qui ne sont pas des Ferrari. Donc il y a aussi comment on pilote le véhicule, donc comment on se pilote soi-même. Et le haut potentiel ne vaccine de rien. Justement, donc on peut très mal piloter son haut potentiel, mais comme on peut très mal piloter son fonctionnement cognitif, qui est dans une norme tout à fait normale et qui n'est pas haut potentiel. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait des spécificités sur le haut potentiel seul. Mais haut potentiel plus un TDAH, un trouble de l'attention, plus éventuellement un TSA, un syndrome d'Asperger, oui, là, il y a un facteur de risque qui est beaucoup plus élevé. Alors, Valérie demande quand l'employeur ne fait pas les démarches de prévention, eh bien, faut voir avec le manager. Ça, c'est important. Il faut voir avec le CSE. Il y a une commission pour ça au CSE. Il faut impliquer le CSE. Et puis, éventuellement, il faut solliciter la médecine du travail. C'est important. Il faut pas, c'est pas parce que l'employeur n'a pas été sensibilisé ou ne l'identifie pas qu'il faut accepter la situation et s'exposer à un risque élevé de burn-out. Le burn-out, c'est évidemment très néfaste pour la personne qui le vit, mais c'est aussi nuisible pour le reste de l'équipe et aussi pour l'employeur. Et donc, tout le monde a à y gagner, à prévenir le burn-out. Anne demande si les 3 phases avec du stress sont également alarme, résistance, épuisement. Alors, le stress, il y a plusieurs définitions. Il y a une définition plutôt organisationnelle qui dit que c'est un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. C'est-à-dire qu'on est stressé lorsque on n'a pas assez de ressources pour faire face aux contraintes. Si j'ai une charge de travail qui est X et qu'en face, j'ai la quantité de personnes pour faire cette charge ou j'ai le temps nécessaire pour le faire, il n'y a pas de raison objective que je sois stressé. Après, il y a des raisons subjectives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont évaluer de façon trop importante la charge de travail et qui vont être stressés. Et ça, c'est un problème de perception. Ce n'est plus une question objective. Vous savez, on est guidé par deux choses. Soit on est guidé par nos émotions, soit on est guidé par la raison. C'est-à-dire que dans toute situation où il va y avoir du stress, ça va générer des émotions. Et soit on va agir à partir de ce qu'on ressent, soit on va prendre du recul, c'est-à-dire qu'on va quitter les émotions qu'on ressent et on va analyser la situation. On va entrer dans la raison, dans ce qui est raisonnable, et on va réagir en fonction de ça. Il y a des gens qui ont très très peur face à une toute petite araignée et qui sont capables de crier et de bondir et de reculer de 3 mètres face à une petite araignée. Ce n'est pas très raisonnable, ce n'est pas dangereux. Et donc, il y a des situations où on agit guidé par ses émotions et pas par la raison. Alors, dans le stress, c'est pareil, il y a ce qu'on ressent. Il y a Sonia Lupien, qui est une chercheuse au Québec, qui travaille dans le premier laboratoire historique qui a travaillé sur le stress au monde. Et elle propose un acronyme pour le stress. Cet acronyme, c'est CINE. Il y a 4 lettres. Le C, c'est pour le sentiment de perdre le contrôle sur la situation. Le I, c'est pour le fait que la situation était imprévisible. On ne pouvait pas l'anticiper. Le N, c'est pour dire qu'il y a un effet de nouveauté, c'est-à-dire qu'on n'a pas de schéma qui corresponde à cette situation. Elle est nouvelle, elle est imprévisible et nouvelle. Et le E, c'est pour l'ego menacé. On se sent en difficulté, on se sent menacé. Et Sonia Lupien nous dit que dans toute situation de stress, on a 1, 2, 3 ou 4 de ces facteurs qui sont mobilisés. Soit on a le sentiment de perdre le contrôle, et où on a l'impression que c'était imprévisible, et où on se dit mais c'est tout à fait nouveau, on n'a pas de repère dessus, et où on se sent menacé. Et elle dit que quand on fait l'inventaire de ces 4 facteurs-là,
eh bien, on va trouver des ressources, justement, les notions de contrainte ressources. On va trouver des ressources pour faire face au sentiment d'avoir perdu le contrôle. Et à ce moment-là, on va dire: «Oui, mais effectivement, on perd le contrôle, mais il y a quand même un moyen de reprendre un peu la main dessus et on va faire baisser le stress». L'imprévisibilité, est-ce que c'était imprévisible? Est-ce qu'il y avait vraiment aucun signe, avant-coureur? Et souvent, on se rend compte qu'il y avait quelques signes avant-coureurs auxquels on n'a pas été attentif, mais ils étaient quand même là. Et puis, le N, nouveauté. Est-ce qu'on n'a aucun schéma qui correspond? Et dans l'équipe, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va dire: «Mais si, quand même, on a tel truc, ça ressemblait quand même», et finalement, on va avoir des repères qui vont pouvoir nous raccrocher. Et le dernier, l'ego menacé, est-ce que c'est si grave? Alors des fois, c'est grave, mais si on a déjà fait baisser le stress lié aux 3 précédents, on se retrouve avec une situation de stress qui est beaucoup plus faible et donc on peut mieux gérer les situations. Voilà, c'était la dernière question, de Anne sur le stress. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles questions? Oui, il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Michel, qui me demande une fiche simple, comme une infographie sur la prévention du stress, du burn-out, pardon. Eh bien ça, on peut la faire, on vous l'enverra effectivement. Nassera nous dit, se former, et former à la santé mentale peut être une prévention pour prévenir le burn-out. Alors, si vous pensez au fait d'être secouriste en santé mentale, c'est pas la même chose. On n'est pas sur la question du burn-out, on est vraiment sur la santé mentale au sens large, l'aspect déprime, dépression. On parle aussi des addictions, on parle aussi de la psychiatrie, donc la schizophrénie, et cetera. Donc, secouriste en santé mentale, c'est autre chose. C'est mieux de le faire, d'être secouriste en santé mentale que pas, évidemment, mais ça ne nous prépare pas spécifiquement à la prévention du burn-out. Elliot demande s'il y a une tranche d'âge plus touchée par le burn-out ou pas. Alors, mon expérience d'observateur du burn-out, notamment dans l'enquête, c'est qu'il y a quand même effectivement une tranche d'âge aux alentours de la quarantaine, là où il y a des enjeux professionnels qui se précisent, sur des promotions et des prises de responsabilité, où là, effectivement, quelqu'un qui était cadré parce il était aux 35 heures et qu'il n'allait pas faire 60 heures par semaine, va être contenu, mais le jour où il monte dans l'entreprise et qu'il prend un poste où il se retrouve cadre au forfait jour, là, c'est le temps de repos qui détermine le temps de travail et bien souvent, les cadres n'ont pas en tête que c'est ça. Et là, c'est un peu la porte ouverte, effectivement, à faire des journées de 12 heures tous les jours. J'ai vu un cadre comme ça, un chef de service dans une collectivité, qui a fait un burn-out. Il a été en arrêt de travail, évidemment, pendant des mois. Il a été remplacé par 2 chefs de service. Et c'était pas faute de l'avoir prévenu, c'est-à-dire que le maire lui avait dit qu'il ne voulait plus du tout recevoir de mails le samedi à 7 heures du matin, ni le dimanche à 7 heures du matin. Et bien que le maire ait informé ce chef de service qui voulait qu'il ralentisse la charge de travail, eh bien ce chef de service, avec ce côté perfectionniste, avec cette injonction à devoir toujours faire très bien, cette culpabilité qu'il ressentait, eh bien, n'a pas réussi à réguler lui-même sa charge de travail. Sophie demande si on doit retirer un téléphone portable ou ordinateur à un agent pour qu'il arrête de travailler en dehors de son temps de travail. C'est possible, c'est une mesure quand même dure. Il y a des entreprises qui mettent des systèmes de logiciels qui bloquent l'accès à l'ordinateur à partir de 21 heures, par exemple, pour contraindre le collaborateur à prendre un temps de repos. Première chose, c'est toujours de recevoir un entretien et d'expliquer le risque, que l'employeur est inquiet pour le collaborateur, que l'employeur a une obligation de santé et de sécurité, mais que le salarié, lui aussi, a cette obligation et que tous les deux, ils doivent ajuster la charge de travail, le temps de travail pour pouvoir protéger sa santé. Et donc, il faut d'abord passer par la prévention, la discussion, l'accompagnement du collaborateur avant d'arriver à cette situation. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. En janvier, nous serons sur la question du handicap au travail. Je vous mets juste un instant le lien dans le chat pour vous inscrire pour le webinaire sur le handicap. Voilà, je vous laisse 10 secondes pour cliquer dessus, le copier et vous inscrire. Et je vous retrouve avec plaisir au mois de janvier avec un invité.